Je suis un cabinet Mazarin. Voulez-vous diriger les nouvelles littéraires? Jamais proposition aussi alléchante ne m'avait été faite d'un air aussi maussade. L'homme qui venait de me poser cette question épiait ma réaction. Comme un pyromane, il se délectait en secret d'avoir incendié mon imagination. Il prit un air faussement modeste. Je comprendrais très bien que vous refusiez. C'est un vieux journal à bout de souffle. Les journalistes y sont fatigués et beaucoup sont médiocres. Et il se mit, selon un processus mental qui lui était habituel, à me dénigrer le cadeau qu'il se proposait de me faire. Oui, répondis-je d'une voix blanche d'émotion contenue, j'adorerais. En général, il est de bon ton de répondre. Je vais réfléchir. Que m'apportaient les précautions oratoires? Mon exclamation parut le surprendre. Ah bon? Me dit-il d'un air dépité. Peut-être me trouvait-il trop facilement gagné. Eût-il souhaité que je fusse plus difficile à conquérir? Il eût aimé des obstacles, une résistance à vaincre, des péripéties. Mais là, je me livrai à lui sans pudeur. Après que nous fûmes convenus d'un rendez-vous, nous nous retrouvâmes pour déjeuner dans une brasserie de la place de la République, afin de mettre sur pied ce fameux projet. Tout se passa comme dans un rêve. J'ignorais alors à quel point cette image était juste. Il s'enchanta de mes idées, se félicita de mon acceptation et me gratifia d'une confidence. Vous savez, en vous faisant cette offre, je n'étais pas tout à fait certain que vous étiez l'homme de la situation. Il me restait une petite incertitude. Eh bien, désormais, elle s'est dissipée. Je suis convaincu que vous seul, pouvez occuper ce poste. Et me fixant dans l'azur de ses yeux bleus, d'un air particulièrement mutin et enjôleur, il me dit « Vous me pardonnez ma franchise ?» Je fondis devant ce témoignage d'une sincérité aussi rare. Dans mon fort intérieur, je scellai un pacte unilatéral. Je me jurais de rester fidèle à un tel homme. Le plus étrange, c'est que, quelque avanie qu'il ait pu me faire subir, j'ai tenu parole. Je quittai ce déjeuner idyllique avec non seulement le sentiment d'aller irrésistiblement vers le bonheur, mais aussi d'avoir rendu heureux celui à qui je le devais. J'en oubliais même de lui demander une promesse écrite, un contrat, toute chose terre à terre qui ne me semblait pas de mise dans ce climat de confiance passionnée. Une prudence un peu déplacée après de tels assauts de délicatesse. Dès lors, je vécus pendant 2 mois sur un petit nuage. Je m'y embarquai avec ma fièvre, mes projets, mon enthousiasme, mes châteaux en Espagne. Une semaine avant d'entrer en fonction, je crus opportun d'appeler mon bienfaiteur. Sa secrétaire me répondit qu'il recevait un visiteur et qu'il me rappellerait aussitôt après. La journée passa, puis celle du lendemain, sans aucune nouvelle de lui. Cela ne me parut pas anormal de la part d'un homme aussi occupé. Je n'étais nullement inquiet, mais après un délai de décence, je le rappelai. La secrétaire me dit que, justement, elle tentait de me joindre. M'était-il possible de rester chez moi? Mon bienfaiteur allait me téléphoner au plus tard dans la demi-heure. De longues heures passèrent sans que la sonnerie retentît. Une inquiétude glacée me saisit. Avais-je pu être abusée par un malentendu? Toujours sans nouvelles, je tentai un nouvel appel. On me répondit de même. Subitement dégrisé, je lui écrivis une lettre dans laquelle, usant du même ton que lui, je le mettais à l'aise. Je comprenais d'avance qu'il eût pu changer d'avis, mais je lui demandais d'abord seulement la courtoisie de m'en informer. Je ne reçus aucune réponse. 1 mois passa. J'appris que Jean-François Kahn avait été nommé à ce poste. Je compris alors que j'avais été la dupe d'un délicieux marchand d'illusions. Une année plus tard, qui me fut fructueuse car je la consacrai à méditer sur les us et coutumes si aléatoires de ce monde du journalisme, le téléphone sonna. La secrétaire de mon ex-futur bienfaiteur me conviait à un rendez-vous dont elle ne me dissimulait pas l'importance. Mon premier mouvement fut, je l'avoue, de l'envoyer balader. Elle, son marchand d'illusions et leur clique. Mais la curiosité fut la plus forte. Je voulus en avoir le cœur net, quoi qu'il en coûtât à mon amour-propre malmené. C'est ainsi que je me retrouvai à nouveau avenue de la République. Il m'accueillit avec un désarmant sourire. Tout de suite, il me fit entrer dans son théâtre. Même Jules Berry ne tenait pas la comparaison en face de lui. Ne dites rien, ne prononcez pas un mot. Je sais à quel point j'ai été infecte avec vous, ignoble, infâme. Si vous saviez ce que j'ai pu souffrir, vous ne pouvez imaginer les remords qui m'ont torturé, qui me torturent encore. Il n'y a pas de mots pour désigner un homme tel que moi. Mais puis-je encore vous faire un aveu?
quel que soit le légitime dégoût, le mépris même que je dois vous inspirer. Jamais avec quiconque je ne me serais autorisé une telle conduite. Avec vous, c'est différent. Vous êtes à part, vous êtes un écrivain. Je n'aurais jamais agi ainsi si je n'avais pas été certain que cela vous servirait à enrichir le personnage d'un de vos romans. C'est vrai, seul un romancier abonné au platonisme pouvait, devant une telle impudence dans l'effronterie et un raisonnement aussi spécieux, ne pas lui mettre son poing dans la figure. Comment opposer le sérieux à un tel joueur, la réalité à un comédien aussi doué? Je passai l'éponge. Toute honte bue, j'acceptais de travailler avec lui. 7 années plus tard, il me convoqua à nouveau dans son bureau. Seuls les locaux avaient changé. Il se trouvait dans un immeuble moderne à Neuilly. Vous connaissez bien l'atmosphère des grandes familles bourgeoises comme celle à laquelle vous appartenez. Parfois, on y connaît des difficultés financières. Ils font songer à restreindre son train de vie. On loue une maison plus petite à l'île de Ré, on supprime les vacances à la neige, mais cela ne suffit pas. Les huissiers, les créanciers sont insatiables. La faillite menace. Alors, après avoir épuisé tous les expédients, avec tristesse, on regarde dans le salon les meubles de famille dont on pourrait se séparer. C'est un crève-cœur, vous l'imaginez bien. Ces meubles, on y tient comme à une part de son histoire. Ils font partie de la famille. C'est la mort dans l'âme qu'on porte ses yeux vers les chaises restauration, le buffet Napoléon III, la table marquetée. Mais voudrait-on les vendre, qu'on n'en retirerait pas la somme suffisante? Alors, on se tourne vers le cabinet Mazarin. La richesse et l'orgueil de la famille. Ce meuble dont on aimait la grâce, la beauté, qu'on plaçait au-dessus de tout. J'avais l'habitude de ces longues digressions et de ces apologues, avec lesquels il tentait d'enrober les décisions les plus concrètes. Mais là, vraiment, je ne voyais pas où il voulait en venir. Soudain, il s'exclama. « Eh bien, ce cabinet Mazarin, c'est vous. »« Moi ? Oui, vous !» Et baissant d'un ton, avec un débit très rapide, comme s'il lui répugnait de prononcer les mots désagréables, vulgaires, et voulait en finir au plus vite. « Vous me coûtez trop cher, les affaires sont mauvaises, la situation catastrophique, alors je vous propose 2 solutions. Ou bien je diminue votre salaire de moitié. Je pense que c'est certainement l'autre solution. » Il s'indigna. « Non, ne dites pas cela. Vous me torturez. Vous êtes impitoyable. Je ne veux pas porter la responsabilité. Que dis-je? L'infamie de vous avoir mis à la porte? Non, ne prononcez pas ce mot abominable. Vous me condamnez à rester dans l'histoire comme un de ces personnages abjects, odieux, qui ont gravement offensé les écrivains et que la littérature voue aux gémonies. Le procureur Pinard avec Flaubert, le général Opic avec Baudelaire. Quand je me retrouvais à la rue, au propre comme au figuré, je me dis qu'entre ces 2 scènes de théâtre, un peu cuisantes pour l'amour-propre, grâce à ce génial bonimenteur, j'avais vécu 7 ans de bonheur. Dans le journalisme, dans la vie, c'est beaucoup. Comme pour les histoires d'amour, souvent mal commencées, et qui se terminent encore plus mal, mais dont on garde le souvenir des beaux moments connus à l'intérieur d'une fiévreuse parenthèse, je n'ai retenu que ce bonheur. Et j'en étais reconnaissant à Philippe Tesson.